Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce lundi, il est rentré depuis jeudi dernier. 4 jours après, le Premier ministre reprend le travail ce matin. Amadou Gon Coulibaly regagne donc accordé une audience aujourd'hui. Le chef du gouvernement a passé 2 mois en France pour un contrôle médical, comme il l'a annoncé lui-même dès son arrivée. C'est une reprise pour continuer de conduire les actions de développement engagées par le gouvernement. Violence conjugale, 70% des femmes à Abidjan en souffrent. Pendant des années, les victimes ont trouvé refuge dans le silence. Le sujet est jugé tabou selon les approches traditionnelles. Aujourd'hui, ces femmes brisent le silence pour interpeller la communauté. Le dossier à suivre dans ce journal. Et puis en République dominicaine, le candidat de la gauche a remporté l'élection présidentielle. Lui, Abinader, est arrivé en tête du scrutin d'hier avec plus de 53% des voix. Ses principaux rivaux ont reconnu sa victoire. Plus de 7 millions d'électeurs étaient aux urnes hier. Le Premier ministre, vous le savez, est rentré depuis jeudi dernier. 4 jours après son arrivée à Abidjan, le chef du gouvernement a repris le travail ce matin. Tous ses collaborateurs étaient présents, accueil chaleureux. Ce lundi, les directeurs, conseillers et autres techniciens, il leur a fait une adresse, comme vous le voyez sur ces images, pour commencer la journée. Amadou Gon Coulibaly qui regagne donc ses bureaux à la primature pour continuer de conduire l'action gouvernementale. Ce matin, reprise donc du travail pour le chef du gouvernement. Et nous sommes en direct de la primature au plateau avec Gabriel Zani. Bonjour. Zani, comment débute cette journée de reprise du travail pour le chef du gouvernement ce matin à la primature? Bonjour Kolo. Alors c'est sous des applaudissements que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a posé les pas sur le perron du bâtiment principal de la primature. Alors après une brève adresse à l'ensemble du personnel qui l'attendait à son arrivée, il est entré tout de suite en audience avec une délégation française. La délégation française était conduite par Gilles Huberson, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Alors de quoi s'agit-il dans cette audience? Cette audience qui est d'ailleurs la première audience qu'il donne de la journée de reprise du travail. Alors, un peu plus tôt dans la matinée, le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, qui représentait le Premier ministre, a procédé à l'ouverture des travaux de la mission d'instruction du 3e CDD. Alors, le CDD, c'est tout simplement un mécanisme de remboursement, de reconversion des dettes en subventions pour des projets de développement. Alors, le CDD, c'est le 3e qui a été lancé aujourd'hui et donc c'est l'épine dorsale de la coopération ivoiro-française. Merci Gabriel Zani. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de retour donc ce matin à ses bureaux, justement à la primature. Aujourd'hui, démarrage de l'instruction du 3e CDD. Gabriel Zani nous en parlait. Contrat de désendettement et de développement. La France et la Côte d'Ivoire veulent consolider les acquis des programmes en cours et prendre en compte les nouvelles priorités du prochain plan national de développement 2021-2025. Et voici une question qui préoccupe et qui reste toujours d'actualité. Les violences conjugales, 70% des femmes à Abidjan en souffrent. C'est ce que dit une enquête et nous allons le voir dans le document à venir. Une réalité sociale encore taboue quelquefois. Pendant des années, les victimes ont trouvé refuge dans le silence. Aujourd'hui, ces femmes parlent, alertent et interpellent. Violence conjugale, le temps de briser le silence, c'est un sujet de Sephora Zegui. C'est d'abord la violence morale. Après, c'est devenu physique, des coups pour rien du tout. Elle a connu l'enfer de la violence conjugale pendant 3 ans. 3 longues années de coups, d'humiliation, de dépression et de peur. Malheureusement, son cas est loin d'être isolé. En Côte d'Ivoire, une enquête du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a révélé en 2018 que 91,91% de femmes sont victimes de violences. Certaines d'entre elles ont accepté de témoigner. Au début, ça allait, on a fait 25 ans et puis peu de temps après, il m'a présenté une dame. Il m'a dit qu'il veut prendre une seconde épouse. Dès qu'elle est rentrée à la maison, mon calvaire a commencé. Les statistiques font froid dans le dos. En 2019, l'Organisation des citoyennes pour la promotion et la défense des droits des enfants, femmes et minorités a recensé à Abidjan 70% de femmes victimes de violences intraconjugales. Dans ces 70% de femmes-là, il ressort qu'il y a plus de 80% des hommes
qui, non seulement qui attestent avoir déjà battu des femmes, leurs partenaires ou leurs conjointes, mais aussi qui justifient ces violences-là. Les violences conjugales peuvent être physiques, psychologiques, verbales, sociales ou économiques. Pour apporter une réponse appropriée à ce fléau, une cellule genre est installée dans 33 commissariats en Côte d'Ivoire. Koumassi, au sud d'Abidjan, commissariat du 36e arrondissement. Cette femme a rendez-vous avec le point focal VBG. Depuis ce mois-ci, il y a un souci à mon mari. Donc il me dit qu'il va me donner un popote, mais il ne le fait pas. Nous avons 4 enfants. 5 minutes d'échange ont suffi au point focal pour entamer une procédure afin de prendre en charge la plaignante. Après avoir pris leur plainte, on leur donne un numéro OP qui les conduit jusqu'au tribunal. La responsable de la cellule VBG du 36e arrondissement, c'est elle, le capitaine Grace Leba. Des 4 premiers mois de l'année 2020, nous avons enregistré 52 cas. Concernant la période du couvre-feu de mars-avril, nous avons enregistré 29 cas. Au total, 326 points focaux VBG sont installés dans tous les commissariats de Côte d'Ivoire. Depuis la période de confinement, beaucoup de cas de violences basées sur le genre nous sont signalés. Et dans cette procédure, nous avons déféré 287 personnes pour des cas de violence toutes confondues, 582 cas dossiers en renseignement judiciaire qui sont allés au parquet et 218 dossiers référés aux partenaires de prise en charge. Il n'y a pas que la police qui est impliquée dans la lutte contre les violences conjugales. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire mène elle aussi des actions en vue de protéger les femmes victimes de violences. Elle a installé 6 cliniques juridiques dans le pays. Ce matin, cette femme a rendez-vous avec Patrice, le directeur de la clinique juridique de San Pedro. Il m'a frappé, donc c'est à cause de ça que je suis venu vous voir. Même quand les enfants sont malades, il ne les prend pas pour envoyer à l'hôpital. C'est moi-même qui prends mon argent et les envoie à l'hôpital et puis il paye les ordonnances. De janvier à mars 2020, ce sont plus de 50 cas de violence conjugale enregistrés à San Pedro par Patrice. C'est soit la violence physique qu'exercent les hommes sur leur personne, soit des violences psychologiques, des violences émotionnelles, en tout cas toutes sortes de souffrances qu'elles endurent dans leur foyer. La violence conjugale entraîne des conséquences graves qui peuvent aller de troubles psycho-émotionnels jusqu'au décès de la victime. Des enquêtes ont aussi révélé 26 cas de féminicide qui ont eu lieu entre janvier et octobre 2019 à Abidjan. Les victimes de violences conjugales ne dénoncent pas les violences dont elles sont l'objet par crainte de représailles ou de stigmatisation et préfèrent le règlement à l'amiable. Je me dis quelque part, c'est le père de mes enfants. Mes enfants pourraient m'en vouloir si demain leur père part en prison par ma faute. Dès que tu portes plainte, toute la communauté, tout le village est contre toi. La plupart de ces violences sont tues et tuent silencieusement des milliers de femmes. Mais d'où est-ce que cette violence tire-t-elle son origine? Il y a la jalousie excessive des hommes, il y a l'alcool, il y a aussi des disputes de couple qui entraînent des violences conjugales. On va dire quelques chicanes de couple. Avec l'évolution du temps, les femmes n'acceptent plus cette domination. Elles commencent à s'émanciper. Alors que nous avons été éduqués à la base par le fait que les femmes sont soumises aux hommes. Comme la violence, c'est un abus de pouvoir, l'homme va faire usage de son pouvoir. C'est connu, les violences conjugales constituent une violation des droits fondamentaux des femmes. Alors, que fait le Conseil national des droits de l'homme, CNDH? Elle vient voir le département requête et investigation. Ouais, c'est vrai. Et il y a donc des personnes là-bas qui ont été choisies pour l'écoute. Donc, qui vont l'écouter, qui vont prendre des notes à partir de tout ce qu'elle a dit. Si elle a fait un mémo, ce mémo sera analysé. Nous avons des juristes ici qui vont donc traiter son dossier et à partir de là, le CNDH va l'accompagner. Les violences conjugales, un phénomène qui interpelle les autorités. Elles s'engagent à corser les actions de lutte contre les violences que subissent les femmes, d'où la création en 2000 d'un comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Désormais, elles ne sont pas seules, c'est pourquoi nous parlons de prise en charge holistique, de prise en charge intégrée. Parce que tu peux être victime d'une paire de gifles, mais la conséquence peut être autre.
Il n'existe pas de centre d'accueil pour les femmes victimes, certes, mais des mesures d'accompagnement existent pour assurer leur sécurité. On a des familles qui acceptent d'héberger ces femmes-là. Un temps soit peu, juste le temps que nous puissions régler ces problèmes sécuritaires pour pouvoir vraiment aider ces femmes-là à être restaurées dans leur dignité, à être restaurées dans leurs droits. Plusieurs instruments juridiques ont été ratifiés par la Côte d'Ivoire pour protéger la femme des violences. Il s'agit entre autres de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de celle de Beijing de 1995 et de la Convention sur l'élimination de toute forme de violence à l'égard des femmes. À côté de ces accords internationaux, des textes et lois nationaux existent eux aussi, mais dans la pratique, des défis restent à relever. Au niveau législatif, il faudrait que, conformément aux recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard de la femme, que justement on ait ce régime spécial de répression de l'ensemble des violences faites aux femmes et des violences conjugales en particulier. Ça, c'est la première chose pour que nous puissions arriver à la tolérance zéro. La deuxième chose, il faut qu'on ait un centre d'accueil et d'écoute. Aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une loi dans ce domaine-là, une loi qui soit spécifique pour qu'on puisse véritablement trouver des solutions. Au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, on tape du poing sur la table. C'est la tolérance zéro pour les auteurs. C'est le lieu pour le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de rappeler que la lutte contre les violences faites aux femmes demeure une priorité clairement affirmée par la Côte d'Ivoire. Par conséquent, toute personne qui exercera de telles violences à l'égard des femmes subira la rigueur de la loi. Malgré les mesures prises ça et là pour freiner le phénomène des violences conjugales, les bourreaux sont toujours en liberté. En refusant coups et blessures, c'est toute l'histoire de leur famille qu'elles ont décidé de changer. Et ces femmes victimes de violences conjugales qui espèrent une fin rapide à cette situation, c'était un dossier de Sephora Zegui. La lutte contre la Covid-19 aussi se poursuit. Le gouvernement multiplie les actions de sensibilisation afin d'arriver à bout de la pandémie. La Côte d'Ivoire a enregistré 310 nouvelles contaminations. Le pays compte désormais 10 772 cas confirmés. Face à cette courbe croissante, le gouvernement ivoirien accentue la sensibilisation. Les autorités sanitaires appellent à rester prudents. Le directeur général de la Santé fait le point. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 5 juillet 2020, 310 nouveaux cas de Covid-19 sur 2279 échantillons prélevés, soit 13,6% de cas positifs. 260 guéris et 2 décès. Nous avons noté 2 décès survenus dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 66 ans, obèse et hypertendu, et d'un autre de 49 ans, hypertendu. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 5 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 10 772 cas confirmés, dont 5 067 personnes guéries, 74 décès et 5 631 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 64 484. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que seul le respect des mesures barrières peut nous permettre de rompre la chaîne de transmission et de contrôler la pandémie sur notre sol. Il recommande donc à toute la population un strict respect de ces mesures barrières et notamment le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. N'oublions pas que c'est nous qui déplaçons le virus. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun si nous voulons stopper la transmission du virus. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appelez les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite
tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Je vous donne aussi des chiffres de la pandémie dans quelques pays africains. D'abord en Guinée, 5610 cas confirmés, 34 décès. Au Nigeria, il y a 28 711 cas confirmés, 645 décès, 7886 cas confirmés, 160 décès au Kenya. En Afrique du Sud, c'est 196 750 cas confirmés, 3199 décès. Et puis en Égypte, on compte 75 253 cas confirmés, 3343 décès. Dans le monde, 11 580 092 cas confirmés, 6 547 935 personnes guéries, 537 178 décès. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement fait le point de la gestion de la Covid-19 au quotidien. La pandémie reste encore active dans le pays, mais les autres pathologies aussi existent. Les populations exhortées à continuer de fréquenter les centres de santé pour les soins ordinaires. La police, de son côté, veille au respect des mesures. Moussa Konaté. Le laissez-passer reste le seul moyen pour sortir du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie de Covid-19. Les contrevenants à cette mesure sont donc interpellés, tout comme ceux qui ne respectent pas le nombre de personnes pour les rassemblements fixés à 50. Il revient de façon constante que certains artistes s'adonneraient à des événements publics au mépris des principes en vigueur sur les rassemblements. Notamment hier, dans un des quartiers populaires de Yopougon. Saisi, le préfet de police d'Abidjan a actionné le district de police compétent à l'effet d'y mettre fin et d'en interpeller au besoin les organisateurs. C'est par ailleurs le lieu de rappeler à nouveau, pour la gouverne de tous, que conformément aux mesures du 7e Conseil national de sécurité, tenu le jeudi 25 juin 2020, les rassemblements sont plafonnés à 50 personnes en un lieu, dans le strict respect des mesures sécuritaires et sanitaires barrières, notamment le port obligatoire de cache-nez, la distanciation d'au moins 1 mètre, tant dans le Grand Abidjan que dans les localités telles que San Pedro, Boaké, Aboasso, où l'on enregistre ces temps-ci plus de 30 cas positifs. La Côte d'Ivoire compte plus de 10 000 cas de Covid-19 à ce jour. Les actions pour stopper la propagation de la maladie s'effectuent tant au niveau sécuritaire que sanitaire. L'adhésion des populations est également souhaitée. La Covid-19 existe bel et bien. Elle est dangereuse et mortelle. Mais elle est évitable et ça dépend de nous seuls dans au moins 80% des cas. Car même si le dispositif était mis en place par le gouvernement pour prévenir ou gérer les cas éventuels, si les populations premières concernées par la maladie et maillons essentiels du dispositif de réponse n'adhèrent pas, il serait difficile de s'en sortir. Et cela serait catastrophique pour le pays tout entier. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawele, nous invite tous à encore plus d'efforts et d'engagement, tant individuels que collectifs, pour inverser l'évolution actuelle de la pandémie dans notre pays. En quoi faisant? En stoppant urgemment la propagation du virus dans notre pays. Malgré un faible taux de décès et plus de 40% de guérison, la maladie à coronavirus continue de faire des victimes. Il faut donc freiner son élan en observant les gestes barrières. Je vous emmène à présent dans le nord du pays, à Korogo. Les acteurs locaux de la gestion de la Covid-19 étaient en formation. Un atelier pour renforcer leur capacité en cas de décès lié à la pandémie. Une initiative de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes de la primature. La correspondance d'Ami Sissoko. Comment réaliser l'inhumation d'une personne décédée de la Covid-19? La question était au cœur de l'atelier de formation des acteurs locaux de gestion d'une personne décédée. Autorités administratives, médecins urgentistes, responsables de pompes funèbres, religieux et chefs communautaires sont outillés à la manipulation et à l'inhumation d'un corps de la Covid-19 à titre préventif. Une initiative de la primature et de l'Institut national de l'hygiène publique avec l'appui financier de l'Union européenne. La gestion d'un corps Covid, ce n'est pas comme un corps qui est décédé d'une maladie anodine. Donc il y a une manipulation qui est vraiment du ressort des spécialistes. Les parents n'interviennent pas, les parents assistent. Donc ça, il faut communiquer assez
pour que les parents comprennent mieux et acceptent. Tant que les parents n'ont pas accepté, ça devient un problème et ça peut être la base d'une propagation importante de la maladie. Face à une personne décédée de la Covid-19, le protocole est clair. Combinaison de protection obligatoire, manipulation délicate et règles sanitaires rigoureuses. Ce film montre le comportement recommandé, le même que celui adopté pendant la maladie à virus Ebola. Avec 4 cas et 0 décès à Covid-19 à Korogo, les participants approuvent cette formation. Nous sommes dans un milieu très sensible. Nous recevons les corps. Ça nous permet de prendre des dispositions pour l'enterrement et pour la conservation des corps. Quand on n'a pas une formation, on met trop de risques. Après 2 jours de formation, les acteurs devraient être capables de limiter le risque de contamination par les cadavres, assurer une sépulture digne aux personnes décédées de la COVID-19, offrir un soutien psychologique aux familles. Plusieurs autres villes recevront ces mêmes enseignements, notamment Bouaké, Abangourou, Man et Abidjan. On reste dans le nord du pays pour parler encore de lutte contre la Covid-19. Soro Corona nous conduit à Sirasso, non loin de Korogo. Les femmes de la localité soulagées, leurs activités commerciales et agricoles étaient impactées par la pandémie. Le gouvernement leur fait don de vivre et non vivre. La pandémie sanitaire à coronavirus n'épargne aucun secteur d'activité. Certaines personnes ont vu leurs activités réduites de moitié. Les femmes du monde rural des sous-préfectures de Sirasso, Kanoroba, Nafoun, département de Korogo, payent également un lourd tribut de la Covid-19. Difficile écoulement des productions agricoles et activités commerciales au ralenti. Pour permettre à ces femmes de retrouver un peu le sourire, les membres de la mutuelle de développement des femmes du Kafing ont reçu un don de vivres et de non-vivres du gouvernement, don composé de riz, de pâtes alimentaires et d'huile. Un geste apprécié par les bénéficiaires. Pendant cette maladie à coronavirus, tout est bloqué. Rien ne marche. Le commerce, même l'agriculture, ça ne marche pas. Le commerce ne marche pas. Si aujourd'hui, notre sœur Maï a tout fait pour que nous, on ait ce qu'on a, vraiment, on lui dit merci. Mais le grand remerciement à Amadou Bon. Soro Maïmouna, présidente de cette mutuelle, a engagé ces femmes à ne pas baisser les bras et à respecter les mesures barrières pour éviter la Covid-19. Nous sommes venus les sensibiliser. Ici, les populations ne connaissent pas cette maladie-là. Nous sommes venus leur apporter des vivres parce que la situation à cause du Covid est difficile partout. Pour ce faire, Monsieur le Premier ministre a fait ce grand don pour les aider à soutenir les familles. La mutuelle de développement des femmes du Kafing a été créée en 2008 et revendique à ce jour plus de 15 000 membres. Elles exercent dans le commerce et le maraîcher. Et toujours dans le chapitre santé, ouverture ce lundi de la 23e conférence de la Société internationale sur le sida. Une rencontre qui réunit des milliers de chercheurs, politiciens et militants. Ils vont faire le point sur l'avancée de l'épidémie et des recherches scientifiques. Ce sont des villes de Auckland et San Francisco, lieux emblématiques de lutte contre le sida, qui devaient accueillir cette conférence. Elle sera finalement virtuelle. Crise du coronavirus oblige. On parle à présent de lutte contre la drépanocytose, un concours de slam pour sensibiliser les populations. Les lauréats récompensés. L'objectif de cette compétition est d'appeler les pouvoirs publics pour l'intégration de la prise en charge de la maladie dans la politique nationale de santé. Jean-Marc Diadji. Bérénice Saraka, 17 ans et étudiante en droit, est sacrée vainqueur de Drépaslam édition 2020. Un concours de slam qui a pour objectif de sensibiliser et de contribuer à la lutte contre la drépanocytose, une maladie héréditaire du sang. Bérénice, la lauréate, a su convaincre le public parmi les 7 candidats en lice par l'originalité de son message poétique. J'ai été motivée par un ami qui m'a dit « Ah, faudrait participer parce que vraiment, c'est une bonne cause. Et puis quand on a du talent, il ne faut pas se cacher, il faut toujours oser. » Par mon slam, c'est déjà bien de se lancer dans ce combat parce que quand on commence à écrire, on voit vraiment que c'est une maladie qui n'arrange pas. La Fondation LIA, à travers ce concours, espère défendre par la poésie les intérêts des malades atteints de drépanocytose et porter assistance aux familles. Le thème « Un pour tous pour un » en est une illustration. C'est ensemble que nous allons gagner ce combat contre la drépanocytose.
et que toutes les initiatives, que ce soit individuelles et collectives, permettent de faire avancer la lutte contre la drépanocytose. La marraine de la cérémonie, la ministre Raymonde Goudou Kofi, appelle à la mobilisation de tous. Quand vous écoutez les textes créés par ces jeunes gens, écrits par ces jeunes gens, l'expression, l'utilisation de la poésie pour faire la sensibilisation, je pense que c'est un moyen extraordinaire. Et je pense que tout le monde a été sensibilisé. Je voudrais que l'on se souvienne que la drépanocytose est une maladie insidieuse, une maladie qui affaiblit les enfants et qui touche entre 5 000 et 6 000 enfants. C'est énorme. Le concours de poésie pour la lutte contre la drépanocytose, Drépaslam, est ouvert aux jeunes de 13 à 18 ans. Au niveau de l'éducation de la petite enfance, il y a des avancées. Voilà ce qu'on retient du bilan des activités du service de coordination des établissements à caractère social. Ces acteurs se sont réunis pour également envisager les activités à venir. Des détails avec Grace Kando. Les structures socio-éducatives de base ont pour mission, entre autres, d'assurer le plein épanouissement des tout-petits et de les préparer à réussir leurs études. Les responsables des 293 structures réparties sur le territoire national se sont retrouvés pour faire le bilan au titre de l'année 2019-2020. Nous sommes partis de 18 531 enfants l'année dernière. Aujourd'hui, nous sommes à 19 606 enfants. Et le travail continue. Nous avons mis l'accent sur la qualité. D'abord, améliorer l'offre de services pour que nous touchions le maximum de personnes. Nos centres d'éducation spécialisés, nos centres de protection de la petite enfance sont des structures sociales avec les travailleurs sociaux qui prennent en charge toute la population de la Côte d'Ivoire. Au nom de la ministre, je voudrais féliciter la directrice. Malgré le contexte sanitaire difficile, a pu mener des activités avec tous les DE et toutes les structures impliquées pour que la petite enfance soit véritablement prise en compte. L'avenir du pays, c'est la jeunesse, mais la jeunesse bien formée commence déjà par la petite enfance. Donc il est bon que ce genre de structure-là soit véritablement encadrée. Cette activité bilan qui réunit plusieurs partenaires et conseillers d'éducation marque la fin des activités dans les centres de protection de la petite enfance et centres d'action communautaire pour l'enfance. Le premier vol domestique de la reprise du transport aérien est arrivé à Bouaké. Le ministre des Transports a accueilli les passagers en provenance de Korogo pour Abidjan. Amadou Koné a également remis 2 véhicules aux gendarmes en charge de la sécurité des aéroports de Bouaké et Korogo, un renforcement du parc automobile dont nous parle Charles Tatou. Reprise du transport aérien. Le vol domestique assurant la ligne Abidjan-Korogo Bouaké est arrivé à 14h GMT. Le ministre des Transports à l'accueil des passagers du premier vol domestique en provenance de Korogo. Amadou Koné, venu s'assurer de l'effectivité de la reprise des vols domestiques, a procédé également à la remise de 2 véhicules de type 4x4 offerts par la Sodexam aux gendarmes en charge de la sécurité des aéroports de Bouaké et Korogo. Je voudrais féliciter l'ensemble des équipes, la Sodexam, féliciter Aéria, féliciter Air Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé pour toutes les dispositions qui sont prises pour que ces vols se déroulent tels que recommandés par l'OACI. Pour assurer nos compatriotes, pour dire que les dispositions sont prises pour recevoir les vols internationaux, pour faire partir à destination de l'international des vols à partir d'Abidjan. La Côte d'Ivoire avance en matière de sécurité aéroportière. Après Korogo et Bouaké, les aéroports de Mans et Oudéné connaîtront également des travaux de sécurité aéroportière. La présidentielle en octobre en Côte d'Ivoire, les leaders communautaires invités à consolider le climat de paix. Ils ont été formés sur le respect des droits de l'homme et le maintien de la cohésion sociale. Dans le reste de l'actualité, le président malien a rencontré hier dimanche à Bamako une délégation de l'opposition regroupée au sein du M5. Selon Ibrahim Boubacar Keïta, la rencontre en soi est une victoire pour le Mali. Du côté des opposants, la lecture de la rencontre est tout autre. Ils estiment que le président Ibeka a ignoré leurs demandes, notamment la nomination d'un premier ministre de plein pouvoir issu de leur rang. L'opposition durcit même le ton en exigeant à nouveau la démission du chef de l'État, alors que cette revendication ne figure plus sur la liste des discussions.
En République dominicaine, le candidat d'opposition remporte la présidentielle. L'homme de la gauche, lui, Abinader, est arrivé en tête du scrutin d'hier. Cet économiste de 52 ans totalise plus de 53% des voix. Le candidat du pouvoir est loin derrière avec 36% des suffrages. Ses principaux rivaux ont reconnu sa victoire. Environ 7,5 millions d'électeurs étaient aux urnes pour aussi renouveler les 2 chambres du Parlement. Et voilà qui m'a terminé ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Dieu voulant, on se retrouve demain.